Bon voilà, c'est ma première vidéo en tant que youtubeur et entrepreneur à temps plein puisque vendredi 19 janvier, c'était mon dernier jour en tant que kinésithérapeute. Donc ça y est, la transition est faite, je l'avais annoncé plus sur Instagram qu'ici, mais c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses pour moi parce que ça devenait vraiment très compliqué de faire les deux activités en même temps. Et à cette occasion, j'ai décidé d'organiser une petite foire aux questions, une petite FAQ pour répondre à vos questions sur mes deux métiers, comment j'ai géré l'aspect financier aussi parce qu'on est sur une chaîne qui parle d'argent et d'investissement en bourse. Donc on va parler de tout ça de manière assez détendue. Et du coup, je sais pas trop combien de temps cette FAQ va durer, mais j'ai une dizaine de questions auxquelles j'ai prévu de répondre. Donc on perd pas plus de temps, on part directement avec la question de Théo qui me demande à quel moment j'ai pris la décision d'arrêter la kiné et comment s'est fait la transition. Donc en fait, il faut savoir que la décision d'arrêter, elle n'a pas été prise il y a longtemps, ça fait environ 1 mois et demi, 2 mois, à peu près, peut-être un tout petit peu plus, mais ça fait pas très très longtemps que j'ai pris cette décision-là. Et en fait, il y a eu plusieurs déclencheurs. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de kiné me plaît toujours. Ça, j'ai pas de souci avec le métier en lui-même. Être avec les patients, soigner les gens, c'est quelque chose qui me plaît toujours. Mais il y a d'autres aspects du métier qui me déplaisent, avec la rémunération par exemple, où il faut savoir que sur une séance de base, on est à 16,13 € la séance. Donc moi, j'ai un patient par demi-heure qui arrive au cabinet. J'essaie de faire des soins de qualité où je prends le temps pour les personnes. Donc en gros, à l'heure, quand je suis au cabinet, je suis à environ 32 € brut pour un bac plus 5, un métier où il y a eu un concours difficile pour entrer à l'école et où je soigne les gens. Donc clairement, je trouve que la rémunération n'est pas représentative de ce qu'on apporte à la société. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on est de plus en plus fliqué par la sécurité sociale. Moi, j'en avais parlé dans un podcast avec Romain, mais j'ai pris en gros une sorte d'amende. J'ai eu un trop perçu à cause de problèmes administratifs au niveau des ordonnances qui ne changent strictement rien aux soins. Mais au lieu de s'arranger avec nous et de voir ce qui ne va pas et de corriger et de potentiellement aider les professionnels de santé, bah, ils nous tapent dessus directement et ils viennent récupérer les fonds. Donc là, j'ai pris 8 000 € d'indu, donc de trop perçu. Donc ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et troisième chose, c'est que en tant que profession libérale, en tant que kiné et professionnel de santé, on travaille beaucoup, on a des amplitudes horaires assez larges. Et en fait, je ne sais pas si je voulais ça pour le reste de ma vie. C'est-à-dire que quand j'aurai des enfants, commencer à 8 h et rentrer à 20 h, bah, flemme un peu. C'est pas forcément ce que j'avais envie pour ma vie future. J'ai envie de passer du temps avec mes proches, avec mes futurs enfants. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que j'ai décidé de faire cette transition. Et également, je me dis que c'est aujourd'hui ou jamais parce que j'ai monté du coup cette chaîne YouTube. J'ai démarré il y a 2 ans. Le compte Instagram également à peu près par là. J'ai développé une audience qui me suit pour ce que je fais, qui aime bien ce que je produis. Donc si je ne me lance pas maintenant, je le ferai jamais, sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas grand risque. J'ai des appartements, j'ai quand même mon boulot de kiné qui me permettrait d'y repartir si jamais ça se passe pas bien. Donc au niveau risque, c'est maîtrisé. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Donc j'ai foncé et j'ai sauté sur l'occasion pour faire cette transition vers l'entrepreneuriat à 100%. Ensuite, on a une deuxième question de Adam, donc sur l'évolution du chiffre d'affaires sur mon activité de kiné. Donc, l'évolution du chiffre d'affaires, du temps de travail et de la fiscalité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est compliqué de répondre à ces questions sur mon chiffre d'affaires uniquement de la kiné parce que le temps de travail est différent. Ce qui s'est passé ces dernières années, depuis que je fais les deux activités en parallèle, c'est que mon activité de kiné, je l'ai diminuée très légèrement. Donc avant, je bossais 4 jours et demi, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Et depuis que je faisais cette activité digitale, j'étais passé en lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi matin. Ce qui fait que j'avais 2 après-midi de libre pour me consacrer à la création de contenu, à suivre les membres de mon programme et faire tout ce que je dois faire au niveau de mon activité digitale. Et donc forcément, vu que j'ai diminué mon activité au niveau de la kiné, bah, le chiffre d'affaires a diminué également. Mais ce qu'on voit sur l'évolution de mes revenus dans leur globalité, avec à la fois mes revenus de la kinésithérapie, à la fois mes revenus de mon activité digitale, et ensuite mes revenus des loyers, des dividendes et des autres petits revenus que je peux avoir à côté, on a une courbe qui est croissante. Donc ça, c'est très cool. J'arrive à augmenter mon chiffre d'affaires. Mais le souci, quand on est indépendant, c'est que nos charges sont calculées par rapport au bilan de l'année précédente. Donc l'année dernière, j'avais fait un gros bénéfice, donc mes charges étaient assez élevées et sont toujours assez élevées cette année.
Alors qu'en réalité, cette année, en 2023, j'ai fait moins de chiffre d'affaires. Donc ce qui se passe, et c'est la question d'Alexandre qui suit derrière, c'est qu'en réalité, j'ai fait moins de chiffre d'affaires au niveau de la kinésithérapie en 2023, mais que mes charges sont toujours très élevées, puisqu'elles sont calculées sur mon bénéfice de l'année dernière, de 2022. Et donc, c'est également un problème, et j'en reviens à la question d'Alexandre, c'est comment est-ce que je fais pour gérer les charges URSSAF Carpinco. La Carpinco, c'est notre caisse de retraite pour les kinés, les orthophonistes et les infirmiers, je crois, et les podologues. Bon bref, je vous passe les détails. Mais ce qui va se passer avec cette transition, c'est que je ne vais plus avoir de chiffre d'affaires au niveau de la kinésithérapie. Par contre, tant que je ne stoppe pas mon activité complètement, j'ai ces charges qui vont continuer. Et là, c'est toute la problématique puisque, en fait, je vais avoir des charges sur un revenu que je ne fais plus. Et donc, je vais être en négatif pendant quelques mois. Et s'ajoute à ça le fait qu'avec ma société d'activité digitale, j'ai une SAS actuellement, ben, je ne me paye pas pour le moment puisque j'avais les deux activités. Donc en fait, c'est un peu clairement, hein, c'est un peu le bordel actuellement entre cette société où je ne me paye pas, la kiné où je fais plus de chiffre d'affaires, mais j'ai quand même des charges. De l'autre côté, je ne veux pas mettre dans la sauce mes collègues et mes associés. Du coup, la transition va se faire quand même doucement vers une autre personne qui va prendre la suite. Mais là, pendant quelques mois, ça va être assez compliqué et il va falloir que j'encaisse ces charges. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'investir pendant un petit temps pour essayer de mettre un maximum de trésorerie de côté, une espèce de fonds de roulement comme peuvent avoir les boîtes, hein, clairement. Et ce fonds de roulement va me permettre d'anticiper et d'encaisser les charges que je vais prendre pendant les prochains mois, alors que je ne fais plus de chiffre d'affaires. Donc ça va être la plus grosse problématique sur cette transition entre la kinésithérapie et l'entrepreneuriat, puisque ça va pouvoir tenir quelques mois, mais peut-être qu'au bout d'un moment, la trésorerie va s'épuiser et donc il va falloir que je prenne le relais avec ce que j'arrive à générer sur mon activité digitale pour me payer et pour potentiellement payer ces charges-là aussi. Enfin, bref, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ça va le faire. Ensuite, question de Pauline, comment est-ce que j'ai géré mon temps entre la création du programme SPAC, donc ça c'est le nouveau programme dans lequel j'accompagne les personnes et j'essaie de leur donner 100% de mes connaissances, leur donner également des outils avec toutes les analyses au niveau des ETF et des actions, et également leur montrer ce que je fais. Donc c'est un peu le nouveau programme sur lequel j'ai bossé depuis des mois. Mais globalement, comment est-ce que j'ai fait pour gérer mon temps entre la kiné et mon activité en ligne? Et entre nous, c'est ce point-là aussi qui me fait arrêter la kiné. C'est que ça devenait vraiment très compliqué de gérer les deux. Je pense qu'au cumul de mon activité de kiné et de mon activité en ligne, je devais être autour de 70 heures par semaine actuellement, ce qui est assez élevé. Et c'est tenable sur quelques temps, mais clairement sur un horizon long, un horizon de temps plus long, ça devient très compliqué à gérer. Même au niveau de mon entourage, de ma copine, etc., je faisais que taffer. Et comment ça s'est passé? Tout simplement, j'avais mes horaires de kiné. Quand j'étais au cabinet, j'étais au cabinet. Et dès que je n'étais pas au cabinet, je bossais sur mon activité en ligne. C'est-à-dire, dès que j'avais des petites pauses, je traitais les mails, j'essayais de discuter avec les freelances qui bossent avec moi, par exemple pour le montage, pour la récolte de données, pour les miniatures YouTube. Dès que j'avais des plus grandes plages horaires, j'ai essayé de créer, que ce soit les posts Instagram, les vidéos YouTube ou les modules de formation par exemple. Je bossais les week-ends aussi. J'avais très peu de week-ends 100% libres. Je crois qu'en 2023, j'ai pris une seule semaine 100% off. C'était cet été quand je suis parti à Cabreton où j'ai quasiment pas ouvert l'ordi et j'ai quasiment pas ouvert Instagram. C'est la seule semaine que j'ai pris de congé cette année. Après, je l'ai voulu, clairement, je ne suis pas là pour me plaindre et tout ce travail que j'ai accompli m'a permis aujourd'hui d'avoir le choix de soit continuer la kiné et ça en parallèle, ou alors, comme ce que j'ai fait, me mettre à 100% sur cette activité-là. Et donc, c'est tout ce boulot-là qui m'a permis ça, mais c'était assez tendu et j'avais toujours tendance à courir après le temps et c'était tout le temps la course. J'avais de moins en moins d'avance au niveau des posts Insta, pareil pour les vidéos YouTube. Je n'avais pas le temps de réfléchir à de la création, mais c'était plutôt il faut créer une vidéo YouTube, donc je me dépêche, je trouve un sujet, je fais un mini script et je tourne. Et j'avais pas le temps de réfléchir, de me poser et de m'améliorer en fait dans tout cet aspect création de contenu. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai stoppé la kinésithérapie aujourd'hui. Ensuite, j'ai deux questions de Sam et Arthur qui se rejoignent un petit peu par rapport à l'entrepreneuriat en France. Pourquoi ne pas s'expatrier à court ou moyen terme?
et est-ce que je veux aller vivre à l'étranger? Alors, ça, c'est une très bonne question et je pense qu'il ne faut pas voir uniquement ça sous le prisme de l'argent. Parce que si on regarde uniquement l'aspect financier, clairement, la France, c'est pas l'Eldorado. Faut remettre un peu dans le contexte. Moi, imaginez quand je rentre 1000 euros de chiffre d'affaires sur mon activité digitale, j'ai 20% qui part en TVA. Donc la TVA, certes, c'est pas réellement une charge parce que c'est le client qui paye la TVA, mais moi je la reverse. Sauf que dans une activité digitale, on a très peu de charges. Et les freelances avec qui je bosse, etc., ils n'ont pas cassé les plafonds, donc je les paye en hors taxe. Donc en gros, moi, je dois redistribuer la TVA, mais enfin, sur mes achats, j'en récupère très très peu. Donc je vais peut-être pas donner 20%, mais peut-être 18, à peu près 18% sur 1000 euros. Une fois que j'ai enlevé la TVA, je vais enlever les charges si je me verse un salaire. Donc, en fonction du statut social qui changera peut-être, mais en gros, on peut enlever au minimum du minimum, ce sera 40% sur ce que je vais me verser. Donc, imaginons, je vais me verser 500 euros, on peut rajouter 220 euros de charge. Donc, on a 180 qui partent en TVA et 220 qui partent en charge. Derrière, sur le bénéfice qui reste dans la société, je vais avoir l'impôt sur les sociétés. Donc 15% sur une première tranche, 25% sur la tranche d'au-dessus. Si je veux me verser des dividendes, parce que j'ai fait du bénéfice, je vais me retaper la flat tax derrière. Donc comme sur les dividendes en bourse, c'est 30%. Sur les revenus que je me suis versé en salaire, je vais avoir l'impôt sur les revenus. Bref, je ne fais pas un dessin, on se fait matraquer dans tous les sens. Maintenant, ça c'est l'aspect financier. C'est quelque chose et à partir du moment où on l'a pris en compte, ben, il faut jouer avec, il faut l'accepter et il faut essayer de se débrouiller pour réussir malgré cet aspect financier. Après, il y a d'autres aspects tels que l'environnement, tels que la famille, tels que mes proches, mes potes, ma copine. Ma copine, elle a un boulot de salarié et elle ne peut pas le quitter du jour au lendemain. Et moi, je suis assez famille et assez pote. Je les vois toutes les semaines, on fait plein de trucs ensemble. Et clairement, partir d'ici, ça me ferait chier. Et encore plus si c'était uniquement pour un aspect financier et que je perdais tous les autres aspects de ma vie qui me vont bien aujourd'hui. Parce que moi, je suis dans une petite ville, j'habite à Pau. C'est pas une très très grande ville. J'ai mon petit groupe de potes, on n'est pas très nombreux, mais on se voit tout le temps. Et pour moi, c'est peut-être plus important cet aspect-là et le bien-être que ça peut m'apporter que l'aspect financier. Parce que pour moi, l'argent, c'est, j'en ai parlé sur Instagram récemment, mais c'est à la fois un stock, donc tu peux en avoir beaucoup coffré sur ton compte en banque. C'est également un flux, donc ça veut dire que la valeur que tu vas tirer de l'argent, c'est quand tu vas l'échanger contre quelque chose. Mais à partir du moment où tu as en tout cas assez de stock pour avoir des flux qui te permettent de vivre correctement et de ne pas te priver dans ta vie quotidienne, c'est déjà très très bien et ça permet d'avoir un quotidien qui est, on va dire, excellent et qui me convient très bien. Après, j'aime les belles choses, j'aime les belles voitures, j'aimerais avoir une bête de maison, j'aimerais voyager sans trop me poser de questions, mais du coup, il va falloir jouer avec la fiscalité française. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite, question de Pauline, est-ce que je gagnais bien ma vie avant le programme SPAC sans la partie kiné? Alors du coup, j'ai repris les chiffres et du coup, sur l'année 2023, donc le programme SPAC, il a démarré en décembre, donc on voit l'explosion du chiffre d'affaires où j'ai dépassé les 9000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très cool. Mais si on lisse sur l'année entière, je suis à 4464 euros. Donc en soi, c'est un bon chiffre d'affaires. Clairement, c'est pas mal, hein. Mais derrière, j'ai les charges. Donc, ça, j'en ai déjà parlé également. L'essentiel, c'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Donc, j'ai mon chiffre d'affaires, mais j'ai également mes dépenses, mes charges. Et en moyenne, je suis à 2693 euros. Donc, c'est assez élevé, mais forcément, j'ai pu faire passer certaines charges sur la société, comme mon bureau, comme le canapé derrière, comme la lumière ici, par l'autre côté, comme un billet d'avion parce que je vais à Paris, etc., etc. Tout ça, je peux le faire passer en charge. J'ai également mes freelances, donc Pierre qui monte mes vidéos, Gwen qui m'aide beaucoup, qui est un peu mon bras droit sur plein de trucs. Il y a Jason qui fait les miniatures. Donc, il y a ces personnes à rémunérer et tout ça fait des charges. Et au total, je suis à 2693 euros de charges, ce qui fait que j'ai un bénéfice de 1771 euros. Donc 1771 euros de bénéfice, c'est pas mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le bénéfice de la société, c'est pas le bénéfice de moi, mon bénéfice à moi.
Donc, si je veux le récupérer en perso, pour l'utiliser dans ma vie courante, il faut que je paye des charges dessus, si je me le verse en salaire. Donc, en fait, 1771 euros, c'est clairement pas assez pour avoir un train de vie qui me correspond. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est que malgré le fait que je fasse du chiffre d'affaires et que j'ai une activité qui fonctionne, je n'avais pas encore assez d'activité et assez de chiffre d'affaires pour en vivre. Et c'est justement pour ça que j'ai repensé tout l'aspect business de mon activité et que j'ai retravaillé tout le programme pour apporter encore plus de valeur aux personnes qui me font confiance. Et du coup, le prix est plus élevé que mon programme précédent qui était le Starter Pack. Et ça va me permettre d'en vivre, ou en tout cas d'essayer d'en vivre. Donc il va y avoir une période où je ne sais pas trop comment ça va être niveau financier, mais j'ai quand même plus d'espoir avec ce nouveau programme pour vivre de mon activité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette transition. Ok, question suivante. Est-ce que mes revenus actuels me permettent de compenser? Donc, je reviens un petit peu sur la question précédente. Donc, actuellement, c'est très difficile de dire si oui ou non mes revenus vont me permettre de compenser ce que j'avais avec la kiné. Pour le moment, c'est plutôt non, parce que j'ai pas d'historique. Et la kiné, ce qui est très bien, c'est que en fait, tu as un flux de patients qui est continu. C'est un métier de la santé, il y a toujours du monde. Il y a des personnes à aller voir en maison de retraite, il y a des personnes à aller voir en domicile. J'avais les personnes au cabinet, j'avais les sportifs, j'avais beaucoup de monde. Donc j'avais un chiffre d'affaires qui était prévisible. Là, c'est beaucoup moins prévisible. Donc, te dire qu'aujourd'hui, cette activité me permet de compenser à 100% ce que je perds avec la kinésithérapie, je ne peux pas trop le dire. On pourra faire un bilan dans peut-être 6 mois, dans 1 an, quand j'aurai vraiment un bon recul sur le fait d'être à 100% sur cette activité-là. Et je pense qu'on pourra en reparler, ça sera quand même quelque chose d'assez cool. De toute façon, vous l'avez vu depuis le début de la chaîne, je vous montre les chiffres. Donc, j'aurai pas de problème à les montrer par rapport à cette activité-là. Ensuite, question de Jérémy, comment mon entourage a réagi? Alors, franchement, mon entourage, il a plutôt bien réagi. Donc, mes parents, ça les a un peu bouleversés, on va dire, dans le sens où moi, à 18 ans, je suis parti faire le concours PACES. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est pas l'Eldorado, hein, clairement. Donc, tu passes 1 an à taffer. J'ai raté à 8 places la première année et j'ai refait une deuxième fois. Et là, j'avais fini top 10 sur 600 et quelques en tant que kiné. Donc, très cool. J'ai fait mes études de kiné derrière. Et c'était un peu une vocation kiné. J'ai toujours voulu faire ça depuis des années et des années. Quand j'étais petit, j'étais sportif, je me suis blessé. Je suis allé chez le kiné. Et à partir de là, j'ai voulu faire ça. Donc, ça, c'était quand même une vocation. Et mes parents étaient très fiers de ça, hein, très fiers mon fils, il est kiné. C'est un métier quand même dans la santé. Il soigne les gens. Donc, ça a quand même ça a de la gueule d'être kiné quand même. C'est un métier très correct et assez valorisé. Donc quand je leur ai dit que j'allais faire le toto sur YouTube, même si mon activité c'est pas ça, on est bien d'accord, ils ont eu un peu de mal, mais ils ont bien compris après avoir vu et après que je leur ai expliqué toute mon activité que justement c'est pas faire le toto sur YouTube, c'est du coup faire les vidéos YouTube, créer du contenu, donc YouTube, Instagram, également essayer d'apporter un maximum de valeur aux personnes, essayer d'éduquer les gens sur la finance, me former moi à l'investissement en bourse et à tout type d'investissement, aider les personnes à construire une stratégie et à évoluer au niveau de leurs connaissances et de leurs compétences en bourse. Et ils ont vu également les retours que j'ai des personnes qui m'ont fait confiance, qui sont très bons. Et donc forcément, c'est beaucoup plus concret quand ils voient tout ce que j'ai pu accomplir grâce à cette activité-là et que je peux également aider les gens via cette activité. Donc c'est devenu beaucoup plus concret. Donc ça, c'était pour mes parents. Et ensuite, ma copine, elle me soutient depuis le début et elle m'a toujours soutenu, même quand je bossais beaucoup. Et je sais que ça la faisait un peu chier, hein, clairement, quand je bossais le week-end et qu'on pouvait rien faire parce qu'il fallait que je travaille, c'était un peu relou. Mais elle m'a toujours soutenu. Et mes potes, pareil, ils me soutiennent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais globalement, c'est assez positif. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui comprennent bien et qui ont essayé de comprendre aussi ce que je faisais. Donc ils comprennent pas tout, mais ils me soutiennent, donc c'est très cool. Ensuite, est-ce que je me sens plus en insécurité pardon, et en instabilité? Donc clairement oui, c'est une activité qui est beaucoup plus instable que la kinésithérapie. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec le fait qu'en kiné, j'ai des patients qui reviennent et j'ai une
enfin, je peux faire un prévisionnel clairement sur combien je vais faire de chiffre d'affaires en fonction du nombre d'heures que je travaille. Là, avec mon activité digitale, c'est très différent. Il peut y avoir des périodes où j'ai beaucoup de clients et donc forcément pas mal de chiffre d'affaires et des périodes futures, parce que là, ça vient de démarrer, mais où j'aurai sûrement peut-être moins de clients. Et donc, forcément, c'est plus instable. Il peut y avoir des très bons mois, des mauvais mois. Après, est-ce que je me sens en insécurité? Pas vraiment, parce que j'ai quand même du cash de côté, j'ai un patrimoine assez conséquent pour mon âge, à 180 000 euros et sûrement un peu plus aujourd'hui. Donc, je sais que même si ça se passe pas bien, j'ai de quoi encaisser. J'ai trois lots immobiliers, donc pareil. J'ai mes parents à côté. Je me dis au pire du pire, et j'avais entendu ça sur une chaîne YouTube, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais le pire du pire du pire qui peut m'arriver, c'est que je retourne chez mes parents. Mes parents, ils habitent à 7 km d'ici. Ils ont un toit, je vais manger, je vais pouvoir me doucher, je vais pouvoir laver mes affaires. Le pire du pire, c'est ça. Donc clairement, je pars pas à la rue. Donc je me sens pas forcément en insécurité. Et puis après, je me dis qu'avec tout le travail que j'ai envie d'accomplir et tout le travail que je vais fournir pour essayer de m'améliorer et d'apporter encore plus aux gens et qui me fassent confiance et que les clients que j'ai soient contents et qui me recommandent, etc., normalement, mon activité va quand même se développer. Et après, est-ce que la kiné reste une roue de secours? Ben, en soi, oui, dans le sens où là, c'est stoppé pour une durée assez longue, je pense, mais je serai toujours kiné. Et ça, c'est quand même quelque chose de très cool parce que si à 45 ans, parce qu'en fait, les activités digitales, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut très vite monter, mais ça peut très vite se casser la gueule aussi. J'en suis 100% conscient. Donc aujourd'hui, je prends le risque d'aller vers ça. Mais si jamais ça ne fonctionne plus dans 15 ans, ou j'en sais rien, même avant, je suis toujours kiné. Donc je peux toujours aller travailler en tant que kiné. Et donc forcément, ça diminue le risque et ça diminue mon insécurité. Ensuite, pour finir, j'ai une question de Michael, enfin plusieurs questions. Comment est-ce que ça va se dérouler pour mes parts de la SCI SCM? Donc SCI, c'est l'immobilier et la SCM, c'est la société de kinésithérapie, en gros, dans laquelle je suis associé avec mes deux associés. Donc pour le moment, en fait, il n'y a rien qui bouge. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un remplaçant. Donc je suis toujours titulaire, mais je suis remplacé pendant une durée de 6 mois. Ce qui fait que pendant ces 6 mois, on a le temps de voir venir un petit peu tout ça, de faire les papiers s'il faut en faire, de trouver un nouvel associé s'il veut reprendre mes parts. Donc, j'ai voulu ne surtout pas mettre dans la mouise mes associés. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour le moment, on ne fait rien du tout. J'ai juste mis quelqu'un à ma place et on prend le temps de faire les choses bien et de voir venir pour que de mon côté, ça se fasse bien, mais que de leur côté, ça se fasse bien également. Ensuite, quel produit-service, à part les formations, tu vas développer plus tard? Sincèrement, je ne sais pas du tout. Pour le moment, de toute façon, c'est trop récent. Là, mon focus, il va être sur le programme SPAC. Donc, SPAC, c'est l'acronyme de Socle Passif et Action Quality. C'est la stratégie que j'ai depuis que j'ai démarré l'investissement en bourse. Donc, mon focus, il est là-dessus pour faire un programme qui est très complet, pour que je puisse être disponible pour les personnes qui m'ont fait confiance, pour faire les analyses d'actions, les analyses d'ETF, pour développer tout ça et vraiment faire un programme qui est vraiment excellent. J'ai de très très bons retours dessus, donc ça c'est très cool. Mais je sais que je peux faire encore mieux, que je peux apporter encore plus. Donc je préfère être focus là-dessus pour le moment et plus tard peut-être faire du présentiel ou potentiellement d'autres choses. Je sais pas, je suis pas fermé, mais pour le moment je préfère me concentrer sur une seule chose. Et est-ce que l'idée de faire du conseil en tant que CIF t'intéresse? Donc CIF, c'est conseiller en investissement financier. Et en gros, j'ai passé, moi, de mon côté, le certificat, enfin c'est une sorte de diplôme hein, de conseiller en investissement financier. Donc je l'ai fait. Je ne suis pas conseiller en investissement financier actuellement, puisqu'il faut que je passe la certification AMF et qu'ensuite je fasse la paperasse au niveau de l'ORIAS. Donc pour le moment, j'ai juste fait la première étape. La deuxième étape avec la certification AMF va s'enclencher bientôt. Il va falloir que je le travaille. Mais ensuite, je ne suis pas forcément fermé pour faire peut-être du conseil personnalisé plus tard. Ce que je propose avec le programme SPAC, ce n'est pas du conseil personnalisé, c'est plus apporter les connaissances, les compétences et les outils pour que les personnes puissent gérer leur patrimoine et en tout cas gérer leurs investissements en bourse de leur côté. Donc c'est plus de la formation, mais ce n'est pas du conseil personnalisé. Ensuite, je ne suis pas du tout fermé à faire du conseil personnalisé peut-être plus tard.
mais pour le moment, c'est pas une priorité. Voilà, donc je vois que ça fait quasiment 30 minutes que je parle et que je réponds à vos questions, donc on a fait le tour. Il y avait d'autres questions, mais qui se recoupent pas mal avec celles que j'ai traitées. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce format un peu plus tranquille vous a plu. Et moi, je vous laisse avec une précédente vidéo que j'ai fait. C'était l'épisode 5 de Road to 500K sur le bilan de mon année 2023. Donc si vous voulez voir tout ce qui s'est passé en 2023, je vous laisse cliquer juste ici. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Clément.